excusez-moi pour le quatrième intervention. Nous terminons avec l'atelier pédagogique animé par Monsieur François Biasson, professeur de physique-chimie en collège à Paris, formateur, et responsable du groupe bidisciplinaire G2M, mathématiques des grandeurs et modélisation, associé à l'Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques et des sciences à l'Université Paris Diderot. Alors cet atelier s'intitule Grandeur et calcul pour redonner du sens. Je passe la parole à notre troisième intervenant. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous voyez le diaporama que j'ai commencé C'est tout bon. à mettre. C'est bon pour moi? Ok, alors moi je suis enseignant en physique chimie au collège, donc dans la cité scolaire Gabriel Fauré. Depuis une quinzaine d'années, on s'intéresse à ces histoires justement des mathématiques, des grandeurs et plus, enfin des unités dans les calculs. Euh, Au sein du groupe G2M à l'IREMS de Paris, j'ai très peu de temps, je crois. Et le sujet est extrêmement vaste. Pour vous dire, j'avais préparé au départ 90 slides. Donc là, je vais devoir aller extrêmement vite pour essayer de brosser, considérer que c'est une sorte de teaser. Peut-être que le document, quand vous l'aurez récupéré à tête reposée, vous pourrez vous en servir, mais je voulais être vraiment le plus utile possible aux enseignants sur des cas vraiment concrets. Je replace quand même très rapidement le contexte. Voilà. Les grandeurs, si on demande aux gens dans la rue ce que c'est, ils savent pas très bien en fait, alors qu'en fait c'est leur quotidien. Les grandeurs, dès que vous commencez à comparer des choses, vous avez des grandeurs, vous avez des adjectifs plus grands, plus petits, la grandeur, la taille, le poids, la masse, etc. Et dès qu'il y a il y a des cartes pour les enfants qui sont déjà sur ce thème-là, on compare. Voilà. Il y a différentes façons de comparer les gens, les choses, les monuments, les volcans, et on les classe suivant des grandeurs. Et le plus naturel, c'est de faire un classement en suivant une sorte de d'axe, un axe des grandeurs, quoi, de bas en haut, de gauche à droite, etc. Il y a plein d'axes possibles. Et par ailleurs, les grandeurs, c'est quelque chose de très intuitif. On se familiarise beaucoup avec ça. On a des instruments, on est très habitué en fait à ce que ça veut dire 30 degrés. Et pour les Américains, 95 degrés Fahrenheit, il fait vraiment très chaud, mais c'est l'été, quoi. Donc voilà, on est très habitué aux grandeurs, on est très habitué à les représenter à l'aide d'axes, voilà, soit des axes droits, soit des axes arrondis. Donc les grandeurs, c'est très familier, c'est plus familier que les nombres, c'est quelque chose de, enfin, au sens où c'est que les nombres décimaux ou que les fractions, c'est quelque chose de la vie courante. Et dans l'enseignement des grandeurs, en fait, on se demande à quel moment ça marche pas très bien pour les élèves, à quel moment ils perdent un peu le sens. Donc je rappelle qu'au collège-lycée, on a un certain nombre de relations, je ne les ai pas toutes notées, voilà, souvent présentées comme ça, sous forme d'un produit, D égale V fois T, P égale mg, etc. La plupart du temps, grâce à ces formules, on définit par exemple ce que c'est que la masse volumique, ce que c'est par exemple que l'énergie. C'est des formules qui, au départ, servent de définition, ce que c'est que la gravité, etc. On aimerait bien avoir le temps que ces formules, en fait, ces relations entre grandeurs soient justifiées, qu'on prenne le temps de les prouver. En général, elles sont un peu plaquées. C'est ça le problème. On n'a pas beaucoup de temps, on les plaque. Voilà. On fait une introduction contextuelle et on les plaque ensuite. Voilà, j'ai pris des exemples comme ça, mais dans tous les livres, c'est un peu comme ça. Ce qu'on demande aux élèves, c'est de savoir manipuler ces relations entre grandeurs, passer d'une forme à l'autre. Rho égale m sur v, ça va devenir m égale rho fois v, ou v égale m sur rho, ce qui est vraiment ça très sophistiqué. Et ensuite, des applications numériques, c'est-à-dire on vous donne les deux premières grandeurs, il faut trouver la troisième. Voilà. Ouais, typiquement quelque chose comme ça. Trouver la masse volumique de la pépite d'or. C'est assez difficile pour les élèves, hein. Le constat est assez... C'est un constat d'échec quand même pour beaucoup d'élèves. Ils retiennent mal les formules, ils se trompent entre diviser, multiplier, mettre ce qui est en haut, en bas, etc. Ils mélangent les termes. Même quand ils retiennent bien, ils savent pas manipuler, c'est-à-dire qu'ils ont la formule de base, hein, ils n'arrivent pas à en déduire les formules dérivées. Et quand ils font des applications numériques, ben, ils ont des nombres, ils multiplient, ils divisent, ils vérifient pas les unités, ils n'ont pas d'attitude critique. Moi, je généralise un peu, hein, mais... Et enfin,
même pour les bons élèves, c'est pas parce qu'ils ont réussi cet exercice formel, en fait, qu'ils ont donné du sens physique. Vous leur poserez une question de base, euh, avec les mains, si vous voulez, ils ne sauront pas forcément y répondre. Donc il y a quelque chose qui est inadéquat, enfin, qui pourrait être perfectible, quoi. Les remédiations qui sont proposées dans les livres, on l'a beaucoup, hein, c'est des moyens mnémotechniques divers. Alors bon, on a le fameux triangle magique qui, à mon avis, est complètement évitable et voilà. Et en plus, si vous avez écrit en haut du triangle magique P égale E fois T, ben, vous aurez beau utiliser techniquement bien le triangle magique, vous aurez des expressions dérivées qui sont tout aussi fausses que la première. Donc voilà, c'est très mauvais. En plus, ça cache une... C'est pour éviter de faire des opérations, j'y reviendrai. Et alors, à part ça, ce qui a été fait pour trouver un peu un meilleur étayage et une meilleure aide pour les élèves, c'était de mettre les idées dans les calculs, quoi. Mettre, par exemple, je sais pas moi, 5 joules par seconde fois 3 secondes égale 15 joules, des choses comme ça. Donc c'était le point de départ du groupe G2M, ça a été formalisé dans un fascicule qui a été largement répandu. Ouais. Voilà, c'est le point de départ du groupe et je parle un peu de cette question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce que c'est bien de mettre les unités dans les calculs? Alors c'est une méthode très efficace, hein, c'est facile de le voir, vous avez même plus besoin de retenir les formules par cœur puisque vous avez les unités qui se simplifient, c'est formidable. Vous avez 10 newtons par kilogramme fois 2 kilogrammes égale 20 newtons, ben c'est parfait. Voilà, même pour les choses plus compliquées de lycée, diviser une vitesse par une durée, vous allez avoir une accélération, etc. Donc tout se simplifie de manière un peu magique. C'est-à-dire que vous avez des simplifications d'unités qui vous guident pour pas écrire n'importe quoi. Alors, d'une certaine façon, quand on voit ça, on se dit bah c'est formidable, ça marche très bien. Pourquoi Enfin, ça marche très bien et c'est vraiment un bon levier pour pas se tromper, pas écrire de bêtises, c'est certain. Et donc comme je disais, hein, vous avez des données, vous voyez que c'est des kilogrammes, qu'il y a des newtons par kilogramme, bon ben vous allez savoir quoi faire, à condition de savoir comment ça simplifie, mais c'est très simple en fait. Encore une fois, voilà, des kilogrammes divisés par des kilogrammes, bon, enfin, il faut imaginer que ça se simplifie. Voilà. Et en plus, ça permet de vérifier si vous n'auriez pas fait des fois des erreurs dans les choix des unités, quoi. Vous avez des heures, des secondes, ça va pas fonctionner. Donc, elle a tout pour plaire, en fait, cette méthode. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus utilisée. Euh, Elle a été proposée hein, dans notre groupe lors de stage EFC. Elle est reconnue d'une certaine façon par l'institution parce qu'on ne peut pas sanctionner un élève qui mettrait les unités dans les calculs et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'à une époque c'était complètement prohibé de mettre des unités dans les calculs. Et alors on se dit mais alors pourquoi cette méthode qui va très bien, pourquoi on l'a pas enseignée avant pour commencer, ça fait 100 ans qu'elle est interdite, pourquoi elle n'est pas explicitement dans les programmes, hein, pourquoi on n'en fait pas vraiment un objet d'apprentissage et pourquoi on ne la retrouve pas dans les manuels. Enfin je parle la majorité des manuels. Alors voilà, c'est que peut-être ben c'est pas autorisé en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'illégal, enfin de faire des calculs avec des unités. Je vais expliquer. Attention, hein, c'est un deuxième temps du raisonnement en fait. Le troisième temps, ce sera il faut le faire, c'est bien, mais voilà. Parce que les gens qui sont contre cette méthode et qui finalement la boycottent, ils disent mais enfin moi je sais ce que ça veut dire diviser par deux, hein, mais diviser par 2 secondes, je comprends pas. Je sais ce que ça veut dire multiplier par 3, mais multiplier par 3 mètres, qu'est-ce que ça veut dire bon, multiplier pour moi, diviser, c'est ces histoires que quand j'ai appris les opérations, c'était des opérations sur les nombres. Et c'est vrai qu'en fait, les 4 opérations, comme on les appelle, plus, moins, fois, divisé, ben ça opère sur des nombres, quoi. Si vous commencez à mettre les unités dans les calculs, vous avez des grandeurs fois des grandeurs, ou des grandeurs divisées par des grandeurs, et ça, c'est pas défini, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même important de se rendre compte que les opérations, elles sont numériques, elles ne peuvent être que numériques, étant donné la façon dont on enseigne. À pratiquement aucun moment, on va y revenir, on a eu le droit de mettre des unités dans les... On a défini autre chose que des opérations portant sur des nombres. Voilà. Donc ça serait illégal de mettre des plus, des moins, des fois, des divisés par des grandeurs. Et c'est très... Et même quand vous
vous acceptez cette méthode en tant qu'enseignant, vous êtes quand même très gêné, hein. Vous savez pas comment dire quand vous décrivez une formule. Vous dites distance divisée par durée, mais vous sentez bien que bon, vous n'avez pas divisé au sens où on divise en petits morceaux, quoi. Quand vous avez fait masse fois gravité, vous n'avez pas fait 3 fois la masse, c'est pas pareil, quoi. Vous écrivez fois, mais c'est pas une fois, c'est pas une multiplication au sens, je répète plusieurs fois. Alors il y a des gens qui trouvent, enfin des enseignants qui trouvent la solution de dire, bah on n'a qu'à dire, euh, je décris distance sur durée, c'est-à-dire, je dis pas que c'est une multiplication, que c'est une division, je dis juste sur, voilà. Donc ça donne déjà une sorte de mystère aux formules, quoi, parce qu'on se dit, bah alors, ouais, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et alors justement, c'est là que je veux en venir, en fait, si on a perdu, enfin si les élèves ont l'impression de ne pas trop savoir ce qu'ils font, c'est déjà parce que bon, la formule, on n'y touche pas trop, on va passer rapidement aux applications numériques, et là, ben, alors je suis désolé, je vais peut-être me faire des, c'est vraiment un avis personnel, mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiguïté calculée en fait dans le fait d'avoir introduit non pas seulement les grandeurs dans les BO de maths et de physique, mais grandeur et mesure. C'est très pratique cette ambiguïté parce que soit vous parlez de la longueur et puis d'un seul coup vous avez écrit L en mètres entre parenthèses comme si c'était un détail, vous êtes passé sur un nombre, c'est-à-dire une mesure, la mesure de la longueur en mètres, et c'est-à-dire le nombre de mètres, et c'est plus pareil quoi. C'est-à-dire que toutes les applications numériques vous allez les faire sur des nombres, et les nombres, ben, donc vous allez pouvoir utiliser des fois, des plus, des moins, des divisés, parce que c'est autorisé de travailler sur des nombres. Alors c'est bizarre parce que vous n'allez pas obtenir la formule que vous vouliez distance égale vitesse fois durée, mais vous allez avoir toutes ces déclinaisons dans les unités adaptées. Vous aurez distance en kilomètres égale vitesse en kilomètres par heure fois la durée en heure. Ou bien distance en mètres égale V en mètres par seconde fois delta T en seconde, etc. Et vous avez même des trucs qui, heureusement, on ne le voit pas, mais ce serait tout à fait dans l'ordre des choses. Distance en mètres égale 1 sur 3,6 fois vitesse en kilomètres par heure fois delta T en seconde. Mais pourquoi pas? On n'atteint pas en fait la formule, on n'atteint pas plutôt la relation entre grandeurs, qui est la seule chose finalement fondamentale. Vous avez des déclinaisons en relation entre valeurs numériques. Alors tout ça, on comprend bien pourquoi, parce qu'on est bloqué. On ne peut pas écrire des opérations sur des grandeurs si on ne connaît que les opérations sur les valeurs numériques, sur les nombres. Donc voilà, l'ambiguïté, c'est un moindre mal, quoi, de pas écrire des horreurs, quoi. Ou alors accepter d'écrire des horreurs en se disant bon, vous comprenez, j'ai écrit distance égale vitesse fois durée, mais en fait, j'ai écrit, pardon, je sais pas, 10 newtons par mètre, 10 newtons par kilogramme fois 2 kilogrammes égale 20 newtons, mais voilà, les symboles d'unité, c'est du décor en fait. On travaille sur les valeurs numériques. Alors en fait, il y a une façon de sortir de cette impasse parce que c'est juste dire, en fait, qu'est-ce qui empêche de définir des opérations sur les grandeurs? Après tout, dans les formules, euh, dans les expressions, les relations entre grandeurs, il y a bien des fois, il y a bien des divisés. Elles portent vraiment sur des grandeurs. C'est pas une erreur, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de les définir. Et voilà. Donc tout le sujet est là. Je regarde juste le temps qu'on a. C'est très difficile. Il me reste combien? Un quart d'heure? 20 minutes? C'est affreux. Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est ça. Voilà, en fait, c'est un problème théorique Alors, je vais aller très très vite sur la partie déjà. Hop, les prérequis à construire. Là, je parle parce que d'expérience, j'ai eu des déboires avec ça. Il y a quelque chose à construire sur les relations entre grandeur, tout ça, mais il faut se faire aider des maths et si possible, ce serait encore mieux si le travail était anticipé un petit peu en école primaire. Parce que la première chose que je vais dire, je vais le faire en 3 minutes, alors que ça me fait 15 slides, ça me fend le cœur, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut construire absolument, c'est les axes de grandeur, que ce soit des axes discrets, que ce soit des axes continus, des axes orientés, quoi. Parce que là, se définit déjà toutes les opérations plus, moins. J'avance, je monte de temps, je descends de temps, j'augmente de temps, je recule de temps, soit vers la gauche, soit vers la droite, etc. Tout ça se co-construit avec les maths et tout ça donne du sens aux maths aussi. Là, je rate le manque de temps est terrible parce que
Ce que je voulais montrer sur ces diaporamas, vous le verrez plus tard, c'est qu'en fait, ça donne du sens à des choses, à des fractions, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Ben, c'est d'abord un opérateur. Là, je vous le montre en très rapide, mais qu'est-ce que c'est que 5 quarts? C'est d'abord un opérateur. Vous partez d'une longueur, vous la coupez en 4, vous multipliez par 5, vous arrivez plus loin qu'au départ, vous avez fait fois 5 quarts. Donc, à partir de ces... On peut pas parler de fraction si on parle pas si on travaille pas dans le domaine des longueurs. Si on travaille dans le domaine purement numérique, on passe complètement à côté. Donc, le fois 5 quarts, et pareil, une deuxième chose, par exemple, une opération qui est jamais définie et qui est indispensable en physique-chimie, c'est, je sais pas moi, le diamètre de la Terre le diamètre de Jupiter par rapport au diamètre de la Terre. Eh ben, il faut le définir à un moment, quoi. Et là, je donne un exemple comme ça, quand vous regardez les deux longueurs bleues et jaune sur la partie droite, là, la longueur bleue, c'est 5 petits morceaux. Je peux l'avoir, j'ai réussi à la découper en 5 petits morceaux alors que la longueur jaune est en 4 petits morceaux de même taille. Eh ben, vous avez une comparaison qui se ramène à du dénombrement, quoi. La longueur bleue par rapport à la longueur jaune, ben, c'est comme 5 morceaux par rapport à 4 morceaux. Et si je redivise ces morceaux en deux, j'aurai 10 morceaux par rapport à 8 morceaux. Et ben ça, c'est une façon de l'écrire, c'est d'écrire en barre de fraction. C'est une polysémie de la barre de fraction. Quand vous dites L bleu slash L jaune, c'est pas divisé par L jaune, c'est par rapport à. Et c'est 5 sur 4, c'est une fraction au sens où on a trouvé une sorte de petit diviseur commun, on n'a plus qu'à les dénombrer. Bon, voilà. Donc c'est ce genre de choses. Si vous n'avez pas dit ce que c'était que cette barre de fraction, c'est impossible pour les élèves de comprendre ce que ça veut dire. Voilà, ensuite. Donc voilà, les pourcentages et les rapports entre unités différentes, etc., etc. Voilà, je, je, je vais très vite, mais voilà. Aussi bien l'astronomie, et pendant très longtemps, ça a été trouver les dimensions un peu à l'échelle du système solaire. On savait pas la distance Terre-Soleil, mais on cherchait à trouver les rapports de longueur. La distance de Vénus au Soleil par rapport à la distance de la Terre au Soleil, etc. Donc voilà, la taille relative, etc. Pareil, les unités, les sous-unités, c'est des fractions ou des rapports entre longueurs. Voilà, là je passe évidemment parce qu'on n'a pas le temps. Le mesurage introduit les décimales, c'est quasiment la seule façon d'introduire proprement les décimales. J'ai fait à l'anglaise, à la française, j'ai vraiment pas le temps de détailler. Mais en gros, quand vous écrivez que la longueur rouge c'est 1,414 fois la longueur blanche, c'est parce que vous avez pris une longueur, la longueur blanche a été insuffisante, vous avez pris des dixièmes, vous en avez pris 4. Vous avez pris des centièmes, vous en avez trouvé un, vous avez pris des millièmes, vous en avez trouvé 4. Et on s'est arrêté au bout d'un moment là. Le nombre décimal est vraiment adapté à la mesure, enfin il faut vraiment le connecter à cette opération de mesurage avec des petits bouts qu'on rajoute de plus en plus finement. Vous avez vu les instruments de mesure la dernière fois, enfin au début dans les premières slides. Il est très intéressant de travailler sur des axes multigradués, comme ça les élèves, même s'ils ont des difficultés en maths, ils savent le lien entre degrés Fahrenheit, degrés Celsius, etc. Entre les pieds, les pouces, les centimètres, c'est très très pratique. Déplacement angulaire aussi, pourquoi pas, c'est ce qu'il y a de plus naturel, je me déplace d'un tiers de tour, d'un quart de tour, etc. Voilà, tout ça c'est quelque chose de très naturel et c'est une représentation circulaire qui est utilisable dans plein de domaines. Les rapports de forme sont importants. Le rapport de forme, c'est un peu comment décrire un rectangle. Est-ce qu'il est aplati, est-ce qu'il est gros, etc. Voilà, j'ai pas du tout le temps, mais les formats 4 tiers, 3 quarts, c'est encore des histoires de fractions. Un des messages que je passe à toute vitesse, c'est que évitons le maximum les nombres décimaux. Hein. Tant qu'on a des nombres fractionnaires, des rationnels, c'est beaucoup plus simple pour les élèves. Les agrandissements, les pentes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est un peu de préalable. On travaille seulement sur les longueurs. C'est l'introduction de Thalès, c'est l'introduction voilà, de la trigonométrie, tout ce qu'on veut. Bon. Voilà, tout ça, c'est un travail commun à faire avec les maths et il est question que de longueurs en fait. Et de ce qu'on en déduit pour les grandeurs en général qui sont représentées par des longueurs. Voilà. Les aires, je vous montre quand même un truc important, c'est les calculs avec les aires. Quand vous avez une plaque de chocolat, bon ben vous avez 4 carreaux en longueur, 6 carreaux en hauteur. Vous pouvez faire un beau calcul propre avec les unités dans les calculs. L'aire de la tablette, c'est longueur fois largeur, ce qui veut dire simplement que quand vous avez doublé la longueur, vous avez doublé l'aire, quand vous avez doublé la largeur, vous avez doublé l'aire, etc. Et donc là, ce que je propose, hein, c'est des calculs avec unité, c'est-à-dire la longueur de la tablette, c'est 6 fois la longueur d'un carreau, la hauteur de la tablette, c'est 4 fois la hauteur d'un carreau. Vous regroupez les nombres, vous regroupez
les longueurs, et vous obtenez une nouvelle unité, elle arrive naturellement, c'est l'aire d'un carreau. Donc l'aire d'une tablette, c'est 24 fois l'aire d'un carreau, etc. Pour le volume, c'est pareil. Ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, donc là, par exemple, pour le volume, ce que j'avais, c'était que le volume de la boîte, c'est 168 fois le volume d'un sucre. C'est un calcul qui vous donne le volume de la boîte par rapport à une sorte de volume unité. Ces calculs sont très simples à mener, mais c'est pas purement numérique. Quand vous avez un petit cube, un petit sucre qui fait 1 centimètre de côté, c'est pas magique que ça s'appelle 1 centimètre cube, c'est vous qui l'avez décidé. Comment on va appeler un cube de côté 1 centimètre? On va l'appeler 1 centimètre cube, voilà. Le 1 centimètre 3, c'est des notations qui sont très pratiques pour ceux qui les connaissent bien, mais qui sont très perturbantes pour ceux qui les découvrent. Il n'y a aucune raison, enfin, c'est juste par une sorte d'astuce où ça ressemble à du calcul algébrique, mais c'est pas du calcul algébrique. Ça veut dire, par définition, c'est 1 centimètre ou 1 centimètre ou 1 centimètre. Ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ces unités quotient, unités produits, elles sont très sympas, très pratiques, mais c'est pas du calcul, c'est de la définition. Bon, voilà, je passe à tout ça. On n'a pas le temps. Oui, alors pour faire de la proportionnalité, cas concret, le train électrique, situation idéale, parce que la vitesse, elle est vraiment régulière. Vous avez des chronométrages du nombre de tours, puis de la distance. Vous obtenez des relations de ce genre-là, très pratiques, sans formule. Vous avez fait 18 mètres en 1 minute. Vous obtenez combien en 60 minutes? Vous obtenez combien en 1 seconde? C'est très naturel. Vous avez des sortes de simple proportionnalité, quoi. Si en 1 minute j'ai fait 18 mètres, alors en 60 minutes j'ai fait 60 fois plus. Donc 18 fois 60. Et après, les conversions se font à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Et la vitesse, ce sera dans un premier temps, ce sera ça. Ensuite, poids et masse. Il faut dissocier déjà, c'est déjà compliqué. Le poids, c'est une force. Alors il faut associer ça aux instruments de musculation. Ensuite, se rendre compte qu'il y a des ambiguïtés dans le commerce. On part d'une force de 10 kilos. En fait, on se rendra compte qu'il va falloir on suspend 10 kilos et on se rend compte qu'il y a 100 newtons à peu près. Voilà. Je passe très vite, hein, mais toutes ces représentations-là sont importantes. Le, je parlerai pas de comment on obtient la formule parce que j'ai vraiment pas le temps. Euh, Volume et masse, on en a beaucoup parlé. Hein. L'important, c'est l'étape de modélisation. Vous avez des points expérimentaux qui sont tous un peu faux pour plein de raisons. Vous avez fait comme vous avez fait comme vous pouviez pour la mesure des volumes et des masses. Et à un moment donné, eh ben, vous avez plein de petites erreurs, donc c'est pas parfaitement aligné. Ça vous aide à tracer une droite qui fait un peu le tri entre les points trop hauts, les points trop bas, les points trop à gauche, les points trop à droite. Et une fois que vous avez cette droite, vous vous débarrassez des points qui étaient juste là pour faire émerger cette droite théorique. Bon. Oui, les masses volumiques et les volumes massiques, c'est très important. Quand vous faites des comparaisons, je donne aux élèves, les élèves ont testé l'eau, l'huile, l'alcool, vous voyez. Ils ont testé l'eau, l'huile, l'alcool, ils ont obtenu 3 droites et on dit, bah alors c'est qui le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et j'ai prévu 2 podiums. Hein. Celui du haut, où la plupart des élèves mettent, oui, l'eau c'est numéro 1, l'huile c'est numéro 2, l'alcool c'est numéro 3. Et il y en a qui disent, mais non, c'est l'alcool numéro 1, l'huile c'est numéro 2 et l'eau c'est numéro 3. Juste parce qu'ils voient qu'il y a des décalages. Il y en a une qui est plus à droite, l'autre plus à gauche, plus en haut, plus en bas. Et si on leur fait réfléchir là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire ce classement? Pour le schéma du haut, quand vous avez rempli au même niveau, au même volume de l'eau et de l'huile, c'est l'eau qui pèse le plus lourd. Donc par exemple, quand on a rempli à 100 millilitres, c'est l'eau qui pèse le plus par rapport à l'huile, par rapport à l'alcool. Et là, on a la masse pour 100 millilitres. C'est le point de départ de la masse volumique. On a la verticale qui dit, voilà, c'est effectivement l'eau qui a le plus de masse pour un volume de 100 millilitres. Inversement, si vous les avez remplis différemment, si vous vouliez que l'huile et l'eau pèsent autant, vous remplissez en mettant un peu plus d'huile. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, pour tous ces récipients où il y a la même masse, pour tous ces liquides où il y a la même masse, par exemple 200 grammes, j'ai dû remplir plus en huile qu'en eau. Donc le volume pour cette masse est plus important. Voilà, donc c'est notre classement. On a le volume massif qui est très important, qui est la base du thermomètre. J'ai fait une activité là-dessus, vous pourrez détailler pour comprendre l'importance du volume massif, en particulier par rapport à la masse volumique. Il y a aussi une sorte d'analyse critique d'un sujet de DNB où on avait l'impression que la masse volumique était indispensable alors que non. L'énergie, ça vous le regarderez très très vite, mais l'énergie
On a E égale P fois T, on a plein de formules avec l'énergie, mais déjà on ne sait pas ce que c'est pour les élèves, qu'est-ce que c'est que l'énergie, la puissance, la force, c'est un grand mélange. Je suis parti dans cette activité des réchauds, c'est-à-dire qu'on venait de voir les réactions chimiques qui produisent de la chaleur, et du coup, je me suis dit, allez, on y va. Euh, Travaillons sur combien il faut de gaz pour faire bouillir un litre d'eau. Il faut 10 grammes de gaz, butane, propane, pour faire bouillir un litre d'eau. Et si j'avais voulu faire juste une montée de 10 degrés, eh ben, il aurait enfin, je sais pas, faire bouillir un litre d'eau, c'est-à-dire je passe de 20 degrés à 100 degrés, hein, c'est en conditions de laboratoire. Donc pour monter un litre d'eau de 80 degrés, il faut 10 grammes de gaz. Par proportionnalité, on trouve combien il faut pour faire monter de 1 degré. Et si j'avais 5 réchauds au lieu d'un, ce serait 5 fois plus. On a une double proportionnalité de la quantité de gaz qu'il faudrait pour faire bouillir pour faire monter en température différentes quantités d'eau. Et c'est pas encore une formule, mais ça suffit presque, hein. Vous avez et vous introduisez à ce moment-là la calorie. La calorie, c'est la quantité d'énergie que vous avez fournie pour faire monter de 1 degré 1 litre d'eau. Et tout le reste s'ensuit. Je ne peux pas détailler plus, mais voilà. Ensuite, on a la puissance d'un réchaud, on a la vitesse à laquelle ça monte. On fait des calculs très simples et on trouve la puissance en joules par seconde. Une fois qu'on a dit qu'il y avait deux unités pour mesurer la valeur énergétique d'un aliment ou d'un combustible, c'est les joules ou les calories. Voilà. Et on travaille sur le rendement, on peut faire plein de choses. On passe facilement à l'énergie électrique, c'est-à-dire que vous avez des bouilloires électriques qui, elles aussi, vont faire monter la température de 20 degrés à 100 degrés, donc ils vont la monter de 80 degrés. La meilleure bouilloire, c'est la plus efficace, c'est la plus rapide. Combien de temps elle met? Essayez d'associer la puissance à la vitesse, à la rapidité pour faire chauffer les choses. Ensuite, là, enfin, j'ai presque fini, hein, mais voilà, la puissance comme grandeur de base, ce qui est marqué sur tous les appareils, on sait combien ils consomment d'énergie électrique, et sachant ça et sachant combien de temps on les utilise, on connaît l'énergie fournie. On a une représentation graphique qui fait penser aux aires égale longueur fois largeur. Et donc, il n'y a aucun souci à, voilà, dans cet exemple-là, par exemple, vous avez, j'ai débranché des appareils USB, et du coup, eh ben, la puissance mesurée sur une clé USB, il y a des clés USB qui mesurent la puissance, la tension, le courant, et on voit un graphique comme ça. La puissance, elle monte d'un coup quand je branche un appareil, elle chute d'un coup quand je débranche un appareil. Et l'énergie consommée, c'est puissance fois durée sur chaque bloc, et au total, eh ben, c'est la somme des surfaces des blocs, voilà. Enfin, je fais trop vite, mais c'est pas grave. Si la durée est mesurée en heures, on a toujours la même formule. Puissance fois durée, c'est la surface. C'est représenté par la surface du bloc, l'aire du bloc. Et on a toujours la même chose sur une journée, voilà. Euh, Entre parenthèses, c'est le point de départ de l'intégration. Si vous aviez des grandeurs qui varient pas en marge d'escalier, mais en continu, vous auriez la somme des P delta T. Et donc l'important du delta T, du DT, qui est jamais expliqué vraiment au lycée. Bon, bref, là le reste, je vais même pas le commenter, hein. Euh, Si une dernière chose à commenter peut-être, c'est que P égale mg, on a l'impression que ça définit G. En fait, non. Enfin, dans un premier temps, oui, forcément, mais ensuite G, c'est autre chose. On se rend compte que sur une chronophotographie, on voit que le flou de l'image, quand vous avez une balle qui tombe euh, et que vous la regardez en vidéo, elle est de plus en plus floue. En fait, ça laisse une trace de plus en plus importante, image par image. Et donc, on a globalement la vitesse qui évolue avec le temps de manière régulière. Et les G, l'accélération de la pesanteur, ce serait, euh, 10 en gros, la vitesse varie de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Et donc voilà, plein de notations plutôt confusantes qu'autre chose, mais bon, il faut bien les poser, hein. 10 mètres par seconde slash seconde, 10 mètres seconde carré, qui est une catastrophe au départ, hein, si vous ne l'avez pas justifié avant. 10 mètres seconde moins 2, qui est encore pire. Disons que la moins méchante, c'est 10 mètres par seconde à chaque seconde. Ça tombe pas du ciel. Je veux dire qu'il faut vraiment passer du temps sur ces notations qui sont vraiment difficiles. Et bref, tout ça pour dire qu'une fois que vous avez défini indépendamment la gravité et la masse, vous pouvez dire, mais en fait, c'est quoi le poids? Le poids, c'est vous aurez de plus en plus de mal, vous aurez du mal à retenir un objet si cet objet a une masse importante, et aussi si vous êtes sur une planète où la gravité, l'accélération de la pesanteur est importante. Et donc, quand vous voyez un P égale m fois g, ça veut dire une double proportionnalité.
le poids, la force que vous devez compenser, elle est proportionnelle à la masse et elle est proportionnelle à la gravité, à la pesanteur. Donc voilà, si on veut finir, donc le poids, c'est qu'est-ce que c'est qu'un newton? Bah, ce serait la force qu'il faut compter, force exercée par une planète où la gravité serait 1 mètre par seconde carrée et qui agit sur un objet de masse 1 kg. Et tout le reste, c'est pour le plaisir, c'est juste pour dire qu'une relation à 3 termes, ça peut se représenter par un graphique en 3D qui a 3 aspects finalement, qu'on travaille toujours finalement séparément, hein. Euh, une proportionnalité d'une des grandes de la masse par rapport au volume, par exemple, proportionnalité de la masse par rapport à la masse volumique, qui ont moins travaillé. À masse constante, relation inverse entre la masse volumique et le volume, alors ça a beaucoup moins travaillé, mais des relations inverses, ça fait partie des choses qu'on devrait travailler. Vu d'un certain angle, on a une sorte de figure en triangle et qui est peut-être à l'origine du triangle magique, mais qui n'a rien à voir du point de vue euh, du sens qu'on lui donne, quoi. Voilà, je crois que j'ai terminé, je vous remercie. Je sais pas si quelqu'un est là encore. Merci François. Merci. C'était rapide, mais c'est plein de sources de réflexion, en tout cas pour la suite. Quelques petites questions qui sont sorties tout de suite. Est-ce que tu sais à quel moment dans les programmes les élèves apprennent à manipuler les formules, justement? À partir de quand ça rentre? Alors, je suis peut-être pas très spécialiste de la question. Je sais que les programmes évoluent, tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que... Oh là là. Il y a, en tout cas, en cycle 3, il est sûr qu'il n'y a pas de formule, a priori. Mais il faut la préparer, la formule. C'est-à-dire que euh, je conseille, moi, le pour vertical pour la distance et la durée, par exemple. Une distance de 50 km, en dessous, vous écrivez pour une durée de 1 heure. Donc, à côté, une distance de 100 km pour une durée de 2 heures, par exemple. Vous avez fait une proportionnalité comme ça. Vous n'avez plus qu'à mettre la barre de fraction plus tard. Vous aurez défini la vitesse formellement dans un deuxième temps, mais tout est prêt parce que vous l'avez dit avec les mains. Euh, c'est juste un message comme ça, mais si il y a une expression algébrique que vous n'êtes pas capable de dire avec les mains, c'est qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas capable de traduire en langage courant, c'est que quelque chose ne va pas. Voilà. Donc la barre de fraction dans ce cas-là, distance durée, c'est une distance de temps pour une durée de temps. C'est le langage courant. Voilà. Une deuxième question, pourquoi est-ce que les élèves ont du mal à isoler les grandeurs alors que finalement, avec le temps, ou alors les physiciens, les chimistes, les mathématiciens ont fini par être assez à l'aise finalement avec ces grandeurs? Est-ce que c'est finalement des personnes qui ont le déclic et ça fonctionne, ou est-ce que tout le monde est capable d'y arriver avec le temps? Est-ce que c'est l'explication qui bloque? Tu parles d'isoler les grandeurs au sens de Euh, manipuler les formules? ouais, Ou bien je d'isoler, oui. pense. Parce que déjà, les définir, ça a pris beaucoup de temps, hein. Essayer de demander à un élève ce que c'est la différence entre une force, une énergie, une puissance, euh, c'est déjà quelque chose. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les relations entre grandeurs, il y en a souvent une qui est de définition à la masse volumique. Elle s'écrit comme un rapport de masse et de volume. Donc, elle devrait être, de toute façon, celle-là, c'est la première. Écrire M égale ρ fois V, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Si vous voulez le traduire en langage de tous les jours, vous direz, lorsqu'on applique le rapport une masse de temps pour un volume de temps au volume de temps de millilitres, on obtient la masse de temps. C'est beaucoup plus difficile que de dire qu'il y a un rapport constant entre la masse et le volume. Donc ces formulations-là, elles n'ont pas le même sens. Certaines sont beaucoup plus difficiles. Et en fait, encore une fois, le langage courant, le raisonnement à la main est bien plus efficace. Voilà. Donc je dirais que la manipulation des formules est toujours très technique, très technique et très formelle. C'est pas elle qui donne du sens. C'est vraiment le dernier niveau de ce qu'on peut demander d'un élève. C'est difficile comme tout. Sur l'exemple de la montée des eaux, typiquement, il y avait un exemple au DNB là-dessus que je traite dans une diapo. On n'avait absolument pas besoin de savoir que si ρ égale m sur v, alors v égale m sur ρ. Enfin, on, je dis peut-être des bêtises. Même moi, je réfléchis avant de parler pour traiter l'exercice. Voilà. Il y avait un débat sur le Ouais. fait que c'est super de pouvoir finalement raisonner par les unités en parlant de newton par kilogramme, multiplié par les kilogrammes est égal à des newtons.
Mhm. ça pose, finalement, est-ce que les notations, les exigences au brevet, notamment, ou par des collègues, ouais, bah, aujourd'hui ne posent pas un peu souci parce que bah, est-ce que c'est accepté de l'écrire comme ça? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être compté bon? Est-ce que ça empêche d'écrire quand même la formule? Enfin, bon, voilà. Un peu une ouverture sur la question, je sais pas. C'est une bonne question. Alors, je pense que on a tous, enfin, tous ceux qui ont pu faire les jurys de DNB se rendent compte que des fois, on va dire, les critères sont assez sévères, hein. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la sensibilité du correcteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, moi, j'aurais tendance à dire, bon, il y a un raisonnement, c'est bon, il a compris, on passe à la suite. Mais il y a d'autres qui exigeront la formule. Et j'ai perdu le fil. La question, c'était déjà, La tu peux question finalement, rappeler? c'est les exigences en termes de notation Elles entre sont pas formules claires. ou juste les unités. Là, typiquement, là, on est dans un, surtout en ce moment, je dirais, avec cette apparition de cette technique qui est quand même assez populaire de mettre les unités dans les calculs, on est embarrassé. À la fois, tant que c'est pas complètement défini, proprement, on va dire, c'est toléré comme une aide, comme un moyen de mnémotechnique, mais on pourra toujours dire que ça fait pas sens, c'est ça le problème. Donc on est à un moment où il faudrait vraiment refondre tout ça. Là, la notation, enfin, c'est un peu chacun interprète comme il veut les programmes et les exigences du BO. C'est compliqué, c'est difficile de donner une consigne. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir le contester. On peut pas imposer, par exemple, je vois pas une institution pouvoir imposer de mettre les unités dans les calculs, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire, mais c'est pas légal, c'est pas rigoureux, vous avez pas le droit de faire ça. Et on peut pas l'imposer. Ce qui est bien, ce que je trouve bien de la part d'institution, c'est d'avoir laissé cette possibilité aux élèves. En disant, ça les aide, c'est bien, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Je peux pas dire plus, je connais pas assez les. C'est très bien. On va s'arrêter là pour les questions. Je permets s'il y a des personnes qui sont intéressées par justement ta Mhm. diapositive, il y a des liens qui ont été mis dans le chat pour pouvoir récupérer les, euh, justement un peu tout ce qui a été présenté. Une deuxième info qui est sortie, que tu seras présent dans un atelier collège pour la journée académique de l'Île-de-France de l'UDPPC, qui sera le samedi 13 juin. Et donc, si des gens ont été un peu intéressés par un minimum par ce que tu as fait, qui veulent en savoir plus, bah, ils peuvent revenir le 13 juin. Merci. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci. Alors,